Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation que j'ai renommée l'arrivée de la téléphonie mobile dans les campements Peul au Ferlo, au Sénégal, des outils pour améliorer les pratiques, les conditions de travail et de vie des éleveurs, point d'interrogation. C'est la présentation de mes travaux de thèse qui sont en cours, une thèse que j'ai commencée il y a maintenant 1 an et demi. Comme l'a dit Elodie, je suis accueillie à l'UMR Selmet, je travaille au CIRAD, et du coup, depuis 1 an, je suis accueillie à l'Institut sénégalais des recherches agricoles à Saint-Louis au Sénégal, puisque mon terrain se trouve au Sénégal. C'est une thèse qui est inscrite en zootechnie des systèmes d'élevage avec une composante sociologie. Déjà pour commencer, l'élevage pastoral, c'est défini dans sa forme dans sa définition la plus simple, pardon, comme un système d'élevage où l'alimentation des animaux repose essentiellement sur la valorisation des ressources naturelles. Donc, c'est des systèmes d'élevage qu'on retrouve dans de nombreux endroits du monde et notamment dans la zone sahélienne. C'est le système d'élevage le système d'élevage majoritaire. Et en fait, dans ces zones où on a une saison sèche et une saison des pluies, avec une forte ressource herbagère et une faible ressource herbagère, on qualifie ça plutôt de élevage pastoral transhumant, avec donc du coup des déplacements parfois sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, de troupeaux et d'éleveurs pour justement suivre la ressource fourragère entre saison sèche et saison des pluies. Et en fait, du coup, ce système d'élevage, il constitue le moyen de subsistance pour des millions de personnes dans cette zone et permet également d'alimenter les grandes villes de la zone sahélienne. Mais malgré cette importance dans cette zone-là, finalement, l'élevage pastoral euh, euh, dans ces zones sahéliennes est finalement peu valorisé par les politiques publiques locales qui choisissent plutôt des investissements en faveur de l'intensification de l'élevage et notamment de la stabulation ou de l'intensification laitière. Et finalement, en fait, ces systèmes pastoraux malgré le fait que ce soit des moyens de subsistance pour des millions de personnes, c'est comme si en fait il avait du mal à convaincre les politiques publiques et les gouvernements sur leur capacité à nourrir le monde, sur leur capacité à ne plus être, comme on dit, un élevage contemplatif. Donc, en parallèle de ça, on observe depuis maintenant une dizaine d'années des discours qui émergent dans la littérature scientifique ou même dans les médias, comme quoi les outils numériques auraient en fait la capacité de sauver l'agriculture africaine et notamment sauver l'élevage africain, notamment par sa capacité à augmenter le rendement, à aider l'éleveur à intégrer des marchés, etc. Sauf qu'en fait, il faut savoir que ces discours sur, enfin des discours même qu'on appelle technosolutionnistes sur en fait les intérêts du numérique en faveur du développement de l'agriculture et de l'élevage en Afrique, ils soulèvent de nombreuses controverses, notamment en fait sur la capacité réelle numérique à transformer les systèmes en faveur de changements de pratiques, en faveur des conditions de travail et de vie des éleveurs. Et du coup, c'est un peu à cette question que j'essaye de répondre dans ma thèse. Finalement, c'est dans quelle mesure l'arrivée de la téléphonie mobile a-t-elle transformé ces systèmes pastoraux et agro-pastoraux sahéliens? Sachant que le cadre conceptuel principal que j'utilise dans ma thèse, c'est celui du système d'élevage, qui est le cadre conceptuel de base de la zootechnie des systèmes d'élevage. En fait, en zootechnie système, on ne va pas s'intéresser à la productivité en tant que telle, dans le sens où on ne va pas, par exemple, mesurer des poids de vache ou calculer des rations. On va plus s'intéresser aux pratiques que l'éleveur met en place et pourquoi il met en place ces pratiques, avec une dimension sociologique et presque de la psychologie d'éleveur. On va essayer de comprendre quelle est son histoire, quel est son environnement, pour essayer de voir pourquoi il met en place ces pratiques. Et donc, du coup, souvent dans le système d'élevage, on le représente par en fait deux sous-modèles. Un sous-modèle d'élaboration des décisions qui en fait est constitué de l'exploitant et de sa famille qui ensemble vont prendre des décisions
Et chaque personne dans ce modèle-là a une place particulière et un poids précis dans cette prise de décision. Et ce modèle-là, il est influencé du coup par les informations que les personnes reçoivent et aussi leurs objectifs et références propres qui vont amener à du coup prendre des décisions et mettre en place des pratiques d'élevage qui, mise en relation avec la ressource pastorale disponible et les conditions d'élaboration de la production, vont conduire à l'élaboration de la production. Donc, du coup, ça, c'est le cadre principal que j'ai utilisé. J'étudie principalement les pratiques et pour évaluer, en fait, euh, quels éleveurs utilisent la téléphonie mobile, pourquoi ils l'utilisent, pourquoi cet éleveur-là l'utilise, comment il fait, quelles sont les informations dont il a besoin. J'ai mobilisé dans ma thèse également des cadres issus de la sociologie donc, j'ai notamment mobilisé la sociologie de l'information et les concepts de l'adoption des innovations et de la diffusion des innovations. Euh, Sachant que du coup, ma zone d'étude, c'est le nord-ouest de la zone sylvopastorale qu'on appelle également le Ferlo, et la zone au nord du Sénégal que vous voyez ici en jaune. En fait, c'est une zone qui, administrativement, est dédiée justement à l'élevage pastoral. On y retrouve des paysages, comme vous pouvez voir en haut à droite, sont vraiment des paysages typiques de cette zone, avec du coup à peu près 3 mois de l'année maintenant, donc août, septembre, octobre, où on appelle ça l'hivernage, donc là où c'est beaucoup plus vert, où les troupeaux sont présents et les pasteurs sont présents. Et avec le changement climatique, du coup, une ressource fourragère qui diminue avec l'arrivée de la saison sèche jusqu'à arriver à ce genre de paysage normalement au mois de février. Mais là, déjà, avec le changement climatique au mois de décembre, on est déjà dans ce cas de figure. Avec du coup, comme vous pouvez le voir, plus du tout de ressources. Donc, c'est pour ça que c'est une zone qui est marquée par la présence d'éleveurs qui transhument jusqu'au milieu du Sénégal, donc plutôt dans la zone du Saloum, on peut voir au milieu de la carte, pour justement suivre la ressource fourragère, sauf pour en fait les éleveurs qui se trouvent dans ce qu'on appelle le delta et le Wallo. En fait, c'est toute la zone que vous pouvez voir sur la carte en bordure du fleuve Sénégal, qui fait également la frontière avec la Mauritanie, où là, en fait, s'est développé enfin, il y a eu un important programme de développement agricole, donc un très fort développement de la culture, notamment de riz. Il y a eu l'installation de la compagnie sucrière sénégalaise, et du coup, en fait, qui produisent des résidus de culture que les éleveurs valorisent pendant la saison sèche, notamment depuis l'installation d'une laiterie sur la commune de Richard Toll, donc tout en haut du fleuve qu'on peut voir là où il y a écrit Dagana sur la carte, qui en fait est une laiterie qui s'est installée en 2006 et du coup qui a mené toute une campagne pour inciter l'éleveur en fait à se sédentariser dans la zone pour répondre à leurs impératifs industriels à eux, de pouvoir fournir les marchés en lait pendant la saison sèche. Et du coup, le vrai enjeu de retenir les éleveurs pendant la saison sèche. Donc, ils ont mis en place tout un tas de programmes pour faciliter l'accès à l'aliment pour les éleveurs du coup qui restaient et étaient collectés par la laiterie. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont aussi mis en place des systèmes digitaux pour faciliter la collecte de lait, notamment depuis 2021. Ils payent les éleveurs collectés via une application de mobile money. Le mobile money, c'est des applications de transfert d'argent par téléphone qui sont extrêmement répandues en Afrique, notamment par rapport au fait que les gens n'ont pas de compte bancaire. Également, ils ont fait une digitalisation de l'identification de leurs éleveurs. Donc, chaque éleveur collecté a un badge avec un QR code que le collecteur de lait badge. Et en fait, ils ont chacun un compte digital qui est réutilisé par la laiterie lorsque, par exemple, les éleveurs veulent acheter de l'aliment.
Et donc ça, c'est ma zone d'étude. Et en termes de méthode, en fait, j'ai appliqué une méthode qui est un peu issue de plutôt la les sciences sociales, voire l'anthropologie. Parce qu'en fait, le but pour moi, c'était de capter un peu enfin, déjà faire des observations, parce que c'est pas Enfin, c'était pas facile de capter des choses intéressantes avec des entretiens semi-directifs sur des usages aussi communs que le téléphone. En fait, le téléphone portable, il est complètement aujourd'hui intégré dans les pratiques des éleveurs et utilisé dans le cadre de l'élevage, dans le cadre de leurs activités personnelles. Donc, c'était un peu difficile d'obtenir des informations seulement avec des entretiens semi-directifs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des immersions du coup dans les campements Peul, qui sont en fait l'ethnie majoritaire de ma zone et qui est une ethnie dont l'activité principale est l'élevage. Et donc, du coup, j'ai fait environ 5 semaines d'immersion dans des familles où, voilà, le but, c'était de vivre avec les familles, faire des observations, partager des moments de vie avec eux. J'ai également fait des entretiens plus formels avec tous ces éleveurs. J'ai aussi fait des enquêtes avec notamment les services d'appui à l'élevage comme les vétérinaires, la laiterie du berger, les centres de recherche, pour un peu voir quels étaient les services numériques qu'ils avaient pu mettre qu'ils avaient pu mettre en place pour les éleveurs dans ma zone. Comment avaient été construits en fait ces services numériques? Est-ce que ça avait été construit en collaboration, en collaboration avec les éleveurs? Et une dernière méthode que j'ai utilisée, c'est je suis en train de faire une ethnographie digitale. Donc, en fait, j'ai intégré quelques groupes WhatsApp d'éleveurs et je regarde en fait quelles sont les informations échangées. Est-ce que ça concerne l'élevage? Si ça ne concerne pas l'élevage, qu'est-ce que ça concerne, etc. Et donc, du coup, là, je vais vous présenter des résultats de manière globale, pas très précise, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Un travail qui est toujours en cours. Donc, déjà, le premier résultat, c'est que oui, les téléphones portables, aujourd'hui, ils sont indispensables aux activités pastorales des éleveurs pour déjà se renseigner sur l'état des pâturages. S'ils connaissent des personnes dans telle ou telle zone, ils vont appeler pour avoir des informations sur l'état des pâturages, mais la plupart du temps, en fait, ils se déplacent pour quand même vérifier. Indispensable également pour appeler le vétérinaire et également faire du commerce, donc appeler des marchands de bétail qui vont directement récupérer les animaux et marchander chez la famille. Mais en fait, on ne peut pas considérer que le téléphone, il a en soi transformé les pratiques des éleveurs. On retrouve, et ça, la littérature le dit déjà, en fait, il y a beaucoup de choses finalement qui étaient déjà faites avant et que le téléphone a facilité, mais ça ne l'a pas transformé. C'est juste que voilà, ça facilite et la pratique était déjà présente avant. Et il y a beaucoup de choses finalement qui n'ont pas non plus évolué vers une vraie digitalisation et une vraie assistance à distance. Par exemple, le téléphone, ça sert à appeler le vétérinaire pour que le vétérinaire vienne constater et prodiguer des soins, mais on n'observe pas de, euh, comment dire, d'assistance vétérinaire à distance. C'est pareil, les éleveurs peuvent appeler des marchands de bétail qui viennent directement dans la famille, mais les marchés hebdomadaires qui sont des gros centres de commerce de bétail, ils sont toujours autant fréquentés et c'est aussi des lieux vraiment sociaux où les informations euh, essentielles transitent encore dans ces lieux-là. Et enfin, comme a montré la littérature, euh, finalement, les téléphones portables, par exemple, ils n'ont pas vraiment contribué à modifier, par exemple, les chemins de transhumance, parce que finalement, en fait, les éleveurs, ils ont l'habitude d'aller à tel endroit et parce qu'ils connaissent les gens là-bas, parce qu'ils ont de la famille. euh, pour ça, ça n'a pas changé. Et en fait, faut relativiser en fait les affirmations qui sont faites, comme quoi le téléphone va sauver l'élevage et va complètement contribuer à améliorer les conditions de vie et les conditions de pratique des éleveurs parce que les conditions, enfin les tendances d'évolution des, euh, des, euh, de l'environnement, notamment avec tout ce qui est changement climatique, avancée du front agricole, etc., à côté, contribuent à en fait complètement dégrader les conditions de vie des éleveurs et les conditions de travail.
j'ai juste mis une petite citation d'un éleveur qui me disait que avant, les gens ne savaient pas ce qu'il se passait dans le monde, mais ils étaient moins fatigués. Aujourd'hui, on est plus branché, mais on est plus fatigué. Même si tu as un téléphone, tu n'arrives pas à avoir de l'herbe ni les moyens pour acheter de l'herbe pour tes animaux. Donc ça, en l'occurrence, c'est un berger qui avait un qui avait un smartphone, qui n'avait pas un téléphone simple, parce que oui, en fait, on avait fait une étude quantitative sur la zone et on avait enfin, avant ma thèse. Et en fait, les résultats indiquaient que sur cette zone-là, on avait enquêté 1200 éleveurs, 75% des éleveurs étaient équipés d'un téléphone portable et seulement 20% étaient équipés d'un smartphone. Donc les autres, c'était des téléphones simples avec des touches. Et en fait, finalement, bon déjà, 20% de smartphones, c'est quand même énorme parce que l'arrivée des smartphones, c'est très récente. Ça a commencé en 2021, 2022. Donc, on est vraiment à la phase, au début de la phase d'arrivée des smartphones. Et en fait, pour l'instant, les individus qui ont des smartphones dans les campements, c'est plutôt, en fait, si vous voulez, les individus, enfin, les membres des familles qui ont eu la chance de suivre l'école et qui ont été scolarisés dans les villes et qui, bon, maintenant, sont plus, enfin, sont partis des campements et sont en exercice plutôt dans les grandes villes. Ce sont des gens un peu cultivés et donc, du coup, ils reviennent dans leur famille pendant les vacances, on va dire, mais finalement avec une assez faible porosité d'information entre bah, ces personnes instruites, mais qui ont quitté le campement, donc qui ont quitté l'activité d'élevage familial et la famille. Et pareil, en fait, la famille, finalement, qui s'intéresse assez peu aux opportunités que pourrait avoir le smartphone détenu par cette personne-là, parce qu'en fait, il y a un réel manque de connaissance de ce que pourrait apporter le smartphone en termes, et l'accès à Internet en termes d'information. Donc, relativement peu d'échanges entre bah, la famille au village et ces personnes-là en ville et qui sont dotées d'un smartphone. Et également les autres personnes, les autres individus, les autres qui sont eux éleveurs et qui sont dotés de smartphones. Donc, eux, pour le coup, c'est des individus en fait qui, pareil, quand ils étaient jeunes, ils ont été scolarisés à l'école coranique dans les villes. Donc, on peut pas, enfin, on considère pas qu'ils sont instruits dans le sens où ils parlent pas français. Ils font pas, c'est vraiment voilà l'école religieuse. Mais en fait, en allant en ville, c'est des enfants qui ont grandi dans un mode de vie où où ils avaient accès à l'information, où ils avaient accès au divertissement. Et quand après, plus tard, ils reviennent dans leur campement familial pour reprendre une activité de berger ou faire une autre activité, ils veulent bah, revenir avec enfin, ils reviennent avec encore cette envie de savoir ce qui se passe dans le pays, à l'international. C'est pour ça qu'ils font le choix de s'acheter un smartphone. Mais finalement, en fait, ce smartphone, il est utilisé pour le divertissement ou pour voilà, aller sur Facebook, sur Instagram, avoir des informations sur ce qui se passe dans le monde, du pays, mais pas vraiment sur l'élevage. Et finalement, en fait, les individus qui utilisent le smartphone euh, pour l'élevage, c'est plutôt des initiatives très disparates, où on retrouve quand même bah, des jeunes un peu connectés qui, par exemple, vont prendre en photo l'animal qu'ils ont à vendre, leur mettre sur le statut WhatsApp, discuter via WhatsApp avec des vendeurs WhatsApp qui permet de faire des audios. Ça, c'est ce qu'on retrouve. Mais en fait, on ne peut pas considérer encore à l'heure actuelle que le smartphone, c'est vu comme un outil de travail. C'est plutôt vu comme un outil de divertissement. Euh, et notamment, ça se voit un peu sur les groupes WhatsApp. En fait, dans les groupes WhatsApp que j'ai intégrés, déjà, en fait, le premier intérêt de WhatsApp pour l'élevage dans la zone, c'est de retrouver des animaux volés. C'est une zone qui est marquée par les vols de bétail. Euh, et les animaux perdus, parce qu'en fait, c'est des systèmes où les animaux sont en divagation, donc il y a souvent des animaux perdus. Et donc, du coup, les groupes WhatsApp, ça permet que les gens prennent en photo, mettent sur des groupes et diffusent l'information très rapidement et très largement. Et grâce à ces Attention, groupes, Margot, il te reste 3 minutes seulement. ouais, Je sais pas je où me tu en es dépêche. dans ta phrase.
J'ai bientôt fini. Euh, donc ça permet c'est très utile pour retrouver les animaux volés ou perdus. Mais par contre, moi j'ai intégré donc des groupes qui étaient vraiment censés être dédiés à l'élevage. Euh, et euh, donc j'ai analysé ce que les éleveurs disaient. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est finalement beaucoup de messages de, on va dire, lamentation une sorte d'inertie collective où finalement les éleveurs disent euh, oui, l'élevage c'est difficile, on a vraiment des problèmes, il faut qu'on trouve des solutions. Euh, euh, et en fait, que des messages comme ça, mais sans qu'aucune solution ne soit proposée par la suite, comme si euh, finalement il y avait cette incapacité de trouver des solutions à apporter face à ces problèmes et ces enjeux collectifs. Et finalement, en fait, ces groupes, bah, ils perdent leurs intérêts et ça devient en fait que des groupes où les gens se saluent et se lamentent. Je mettais par exemple la citation d'un éleveur qui disait oui, j'ai entendu parler de ces groupes WhatsApp qui ne font que des salutations. Et on voit bien qu'il n'y a pas, que malheureusement, il n'y a pas cet intérêt porté pour ces groupes parce que voilà, on ne trouve pas de solution. Donc, très rapidement, je me suis un peu euh, euh, demandé, je me suis dit, bah, finalement, qu'est-ce que fait la filière autour de ça? Est-ce qu'on a moyen d'accompagner les éleveurs dans le fait de trouver des solutions? Et je me suis intéressée aux projets qui étaient mis en place, qui utilisaient le digital par les services d'appui à l'élevage. Et en fait, ce qu'on retrouve essentiellement très rapidement, en fait, c'est des projets remontée de l'information des éleveurs vers le haut, donc dans le cadre de projets, donc remontée d'informations sur la santé animale, sur l'état des pâturages, pour amender les connaissances scientifiques. Et après, il y a également des projets où on a mis en place des services d'information à destination des éleveurs, des services d'alerte sur la météo, les vols de bétail, les feux de brousse, les maladies. Mais en fait, le problème de ces systèmes, c'est que souvent, les messages sont à trop large échelle. Il faudrait des choses vraiment, des informations très locales. Euh, et puis des fois, en fait, c'est pas adapté à ce que l'éleveur met en place. Par exemple, on peut avoir des éleveurs qui reçoivent des informations climatiques pour la transhumance alors que c'est plus des transhumants. Il y a vraiment un enjeu en fait de faire de l'information très locale et d'adapter en fait l'information aux, aux éleveurs. Voilà, je pense que je vais conclure là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Margot. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre caméra. Il y a encore des gens qui arrivent. Je les admets. Moi, éventuellement, j'ai une petite question. Vas-y, Léonore. Merci pour ta présentation. J'avais une question sur est-ce qu'il existe des groupes d'éleveurs, des groupes d'échange de connaissances entre éleveurs, etc. Parce que finalement, euh, ce qu'on voyait en France sur l'usage de téléphone, etc., pour échanger des informations, c'est que là où ça fonctionnait vraiment, c'était là où il y avait déjà des réseaux d'échange de connaissances, où c'était adossé à des réseaux, on va dire, dans la vraie vie, quoi, des réseaux d'échange. Je réponds. Ouais. La question, c'était est-ce qu'il existe des groupes d'éleveurs WhatsApp ou de base des réseaux d'éleveurs et ensuite des groupes qui se forment via ces réseaux? Oui, c'est ça, des groupes d'éleveurs. Enfin, d'où viennent en fait ces groupes WhatsApp? Est-ce que à la base, c'est des groupes d'éleveurs qui se rencontrent, qui se connaissent? Euh, Ou Moi, pour l'instant, dans les groupes d'éleveurs que j'ai intégrés, j'ai un groupe qui a été en fait créé par un projet par l'ONG AVSF qui avait justement ce projet de service d'information à destination des éleveurs. Et finalement, dans le projet, ils ont créé le groupe qui a été en fait intégré au fur et à mesure par un grand nombre de personnes. L'autre groupe, je suis en train de les analyser, enfin ça c'est, je pense que c'est intéressant, c'est quelque chose qui devrait
enfin une question que je devrais poser pour ce second groupe-là. Mais en fait, le problème des groupes WhatsApp, c'est que comme les éleveurs sont illettrés, le fait de créer un groupe et de l'administrer, ça doit vraiment être fait par un des éleveurs du réseau du groupe qui euh, a fait l'école et donc du coup qui a une maîtrise de ces outils. Et donc du coup, ce qu'on observe, c'est que ça se fait plutôt à l'échelle de la famille en fait. C'est le frère de la famille qui est allé à l'école, qui est maintenant infirmier, qui crée un groupe euh, où il y a les membres de sa famille et du coup ils échangent sur tout, enfin sur tout sur la vie au quotidien. Mais finalement, comme c'est des gens qui sont sortis de l'activité d'élevage et qui sont pas dans le... En fait, ils font plus l'élevage, en fait. Ils sont infirmiers, ils sont maîtres, ils sont... Et du coup, ils- l'élevage n'est plus leur première activité. Et donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, que ça manque peut-être de dynamisme au niveau de la création de ces groupes, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est vraiment la création de ces groupes, sachant que, voilà, ceux qui sont le plus intégrés dans l'activité d'élevage, donc les bergers, en général, c'est les individus qui sont le moins, enfin, qui sont pas allés à l'école et qui sont le moins instruits, en fait. Et donc, du coup, le moins en capacité de créer des groupes WhatsApp. Ok, merci. Je crois qu'il y a Véronique qui a levé la main. Merci beaucoup, Margot. C'était vraiment intéressant. Et en fait, la semaine dernière, il y avait une réunion, parce qu'il y a une initiative Sierra de INRAE pour l'Afrique qui s'appelle Sarah. Tu connais, j'imagine. Oui, Ah, il y a l'ISRA qui en fait partie. Et il y avait une personne qui s'appelle Evelyne Compaoré qui est au Burkina Faso. Et elle nous disait que elle observait que, en fait, au Burkina, c'est les enfants qui montrent à leurs parents les vidéos pour changer de pratique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font autour de vidéos qui arrivent sur les téléphones portables. Et donc, c'est plutôt le rôle des enfants enfin, qui jouent l'intermédiation quoi, avec leurs parents. Est-ce que tu ouais. as vu ça? Moi, j'ai pas vu ça au Sénégal. Enfin, oui, les enfants qui montrent les vidéos, oui. Après, j'ai pas vu des vidéos d'élevage. Moi, ce que j'observe, c'est justement, en fait, je remets plutôt en question il y a de la littérature qui dit que par le smartphone, et par l'accès à des nouvelles informations, ça permet aux jeunes de un peu se valoriser dans ce processus très verticale de la prise de décision. C'est vraiment le paternel qui prend les décisions et en dessous, bah, un enfant qui va être berger et puis d'autres qui vont aider, etc. Euh, moi, enfin, pour moi, déjà, les bergers, donc ceux qui sont vraiment impliqués dans l'activité d'élevage, c'est ceux qui ont le moins de chances d'avoir accès, bah, notamment au smartphone, le moins de chances de chercher en fait des informations sur son smartphone parce que c'est vraiment ceux qui sont le moins lettrés. Et en plus de ça, bah, là, de ce que j'ai vu moi dans les derniers entretiens, c'est plutôt des personnes âgées qui sont au cœur des prises de décision, mais qui sont dans la position de euh, vous vous embêtez avec votre portable, vous êtes tout le temps dessus, vous regardez même plus les vaches. C'est plutôt moi ce que j'ai observé là sur mon terrain. Ok. Je vois qu'il y a deux personnes qui lèvent la main, à savoir qu'il nous reste 2 minutes. Donc, si quelqu'un a une question vraiment très rapide, sinon, je vous enverrai le mail de Margot si elle accepte pour échanger pour la suite. Très rapidement, bonsoir. Je vais pas poser de questions, mais juste pour dire qu'on a sorti un numéro spécial dans Système Alimentaire Food System, là, de numéro de cette année. Et on avait organisé un regard croisé entre Isabelle Piot-Le Petit et puis Camille Richebourg qui avait mené un projet, qui était coordinatrice du projet Fracture numérique. Et dans cet entretien, elle aborde bien la place du téléphone portable, de WhatsApp et aussi du mobile money dans l'Afrique de l'Ouest. Donc peut-être que il peut y avoir des éléments à regarder. Ça peut être quelqu'un à contacter si vous souhaitez pour.
approfondir. Merci pour votre présentation super intéressante. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bah, du coup, on va passer à la seconde présentation. J'ai vu qu'il y avait encore des questions. Je vais vous mettre le mail de Margot dans le chat. Vous pourrez le récupérer et lui poser des questions ultérieurement. Yann, c'est à toi. Donc, tu as 20 minutes, donc jusqu'à 18h10. Bien mon écran. Parfait. Merci. Alors, je suis Yann Smolenski, donc postdoctorant engagé sur le projet ANR BBSC, donc diligenté par Monsieur Florence Ossel ici, présent avec nous. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Oui, effectivement, le projet ANR BBSC, donc pour Blockchain-Based Supply Chain, c'est tout simplement un projet qui souhaite s'atteler à analyser une promesse fondamentale d'une technologie, qui est la technologie blockchain, de transformer les chaînes d'approvisionnement, voilà, de répondre à quantité de problématiques, effectivement, en termes de traçabilité, de durabilité des supply chains alimentaires, de transparence, d'efficacité. Voilà, au moment effectivement de sécuriser les informations et la santé de nous, consommateurs. Donc, je reviendrai grosso modo pour replacer un petit peu les problématiques attenantes effectivement au supply chain, à la notion de traçabilité, à la blockchain, à la notion de traçabilité. Quand on parle de supply chain, on parle de flux qui sont physiques, on parle de flux qui sont financiers, administratifs, on parle de flux qui sont informationnels. C'est essentiellement ces flux-là qui vont nous intéresser ici. L'enjeu des supply chains et des supply chains notamment digitales, c'est d'optimiser la traçabilité alimentaire, c'est-à-dire d'avoir une variété d'informations de bout en bout avec un niveau de granularité satisfaisant et des informations accessibles pour l'ensemble des acteurs. L'idée, c'est d'avoir une meilleure gestion des processus opérationnels, des risques et aussi de pouvoir un peu mieux anticiper, c'est-à-dire voilà, d'avoir du prédictif quant aux événements futurs. D'un côté, ça, c'est les supply chains. De l'autre côté, la blockchain. Donc, la blockchain, je vais expliquer ça rapidement, c'est un registre de données numériques décentralisé, distribué dans une pluralité d'ordinateurs, au sein duquel les transactions sont consignées et ajoutées par ordre chronologique. C'est comme une sorte de diversité de notaires distribués dans l'espace et qui vérifient chacun de façon synchronique que les informations qu'ils détiennent tous sont correspondantes. Voilà. Donc, grosso modo, si vous voulez vous attaquer à la différence d'une information centralisée, donc qui est gardée à un certain endroit, voilà, si vous voulez vous attaquer à des informations blockchainisées, il faut arriver à agir sur une centaine d'ordinateurs en même temps et de façon synchronique pour changer une information, sans qu'on se rende compte qu'elle a été transformée. Donc l'idée effectivement voilà, de cet apport de la blockchain, qui est une technologie qui vient de l'univers des cryptoactifs, c'est de participer à de nouvelles formes d'organisation participative, c'est voilà, de travailler une traçabilité performante dans l'ensemble de ses composantes, d'avoir un partage de données instantané, d'avoir une information finalement marchande authentifiée et augmentée. C'est ça un petit peu de toutes les promesses, croyances, effectivement, dans ce que la technologie blockchain peut faire au supply chain, enfin, à l'infrastructure informationnelle supply chain. Comme symbole un petit peu des promesses associées à la blockchain, on a repris effectivement cette promesse de Walmart qui annonçait 2,2 secondes au lieu de 7 jours. Voilà, et qui communiquait ainsi les résultats opérationnels de son partenariat avec IBM Food Trust pour retracer, grâce à la blockchain, l'origine de membres prêtes à la consommation. Donc là, il y avait effectivement une efficacité sur des rappels produits. Pourtant, si les promesses sont nombreuses, vous l'aurez compris, sont attractives, il y a un objet que l'on a découvert insuffisamment traité. Insuffisamment traité parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont conceptuelles ou de modélisation rares, de modélisation qui sont rares et qui sont finalement peu approfondies, et puis finalement avec des cas d'usage limités et des travaux centrés sur les potentiels technologiques. C'est-à-dire que
on a une technologie qui est pleine de promesses et qui est toujours scientifiquement argumentée avec ce registre de la promesse, voilà, et de ses potentialités, des discours qui sont associés, des imaginaires qui sont associés quant aux contributions de la technologie blockchain. Voilà. Donc ça, c'était une petite image pour montrer que dans la continuité voilà, du même Food Trust, de Walmart, voilà, il y a eu une grande, pas une grande diversité, mais il y a quelques acteurs qui se sont positionnés, voilà, en tant que prestataires de services, et c'est beaucoup ces prestataires de services qui vont nous intéresser, vous le verrez. Donc, vous voyez, The Human Supply Chain Solution, voilà, la traçabilité, un outil de développement pour votre entreprise, voilà, Better Supply Chain, Better Products, etc., etc. Enfin, voilà, un ensemble de promesses que dont vous pouvez juger via ces captures d'écran. Toute l'idée qui a été la nôtre, c'est finalement de voir les supply chains et la blockchain comme deux infrastructures informationnelles, voilà, au sens de Boker et de Star, que l'on va décrire au regard d'une analyse critique de leur processus d'articulation. Sachant qu'une infrastructure informationnelle, c'est quoi? Ce sont des objets, équipements collectifs et pratiques qui endossent une fonction infrastructurelle des circonstances spécifiques et supportent les actions quotidiennes des individus et des organisations. Donc, on l'a compris, d'un côté, il y a les supply chains digitalisées souvent, et de l'autre, la blockchain. On est sur deux infrastructures informationnelles qui sont censées s'articuler, fonctionner ensemble. Enfin, en tout cas, la blockchain est censée intégrer les supply chains alimentaires. Qu'en est-il de la réalité de cette articulation? D'un point de vue théorique, on est au croisement, selon nous, de deux courants qui s'alimentent. Alors, je vais revenir effectivement, je vais reprendre un petit peu la même théorie qui a été développée précédemment par Faux, qui est le solutionnisme technologique de Morozov, c'est-à-dire que quand on s'attelle effectivement à des promesses technologiques ou scientifiques, c'est pratique effectivement d'être, comme Morozov, Monsieur Morozov, d'être méfiant finalement face au discours d'un idéal, enfin, face au discours d'idéal numérique technologique, hein, qui répondrait finalement, selon lui, à des problématiques pas entièrement formulées. On associe effectivement à ce courant solutionnisme technologique, enfin, ce courant critique des technologies, le courant des concerns dans le cadre, c'est des marchés contestés, hein, donc de Suzy Geiger et de Stanner et de Pesch. Ici, plus spécifiquement les concerns markets, on est dans l'idée de marché où simplement l'économie et le social sont intimement liés et prennent en compte les diverses préoccupations qui sont associées au déroulement des transactions économiques. Grosso modo, les concerns markets, c'est l'idée principale, c'est de dire que les marchés sont crispés, sont sous tension. Et ici, on voit bien comment l'un et l'autre se nourrissent, c'est-à-dire cette question de la traçabilité, enfin voilà, avec l'ensemble des controverses, des crises alimentaires, des rappels produits hein, qui sont réguliers pour ne pas dire constants, autour des salmonelles, du friponi, de l'affaire Lactalis, hein, qui a été très portée par les médias. On est sur un marché source de tension, de préoccupation, et finalement, avec peut-être cette idée qu'on est allé saisir, piocher un petit peu dans ce solution technologique, l'idée qu'on pourrait, voilà, en 2017, au plus haut hein, de la popularité des cryptoactifs et au plus haut de la popularité du Bitcoin, trouver dans la blockchain une technologie aidante. Bon, ça, je ne rentre pas. Bon, grosso modo, on a un cadre théorique qui va aussi bien piocher du côté d'une approche historique, historisée, c'est-à-dire on s'intéresse à la généalogie des techniques, on s'intéresse à la socio-histoire des agencements socio-biotechniques, on s'intéresse à la reconstruction de la qualité alimentaire dans le temps, hein, puisque l'histoire des craintes alimentaires remonte au 19e siècle. Voilà, on est sur des sujets relativement anciens. Et surtout, voilà, on essaie effectivement, comme vous le verrez, de suivre finalement ce processus d'articulation hein, de ces deux infrastructures informationnelles. On essaie de le suivre au plus proche des acteurs, au plus proche des interactions marchandes, au plus proche finalement des actions à mener au moment effectivement de faire exister cette traçabilité blockchainisée.
Notre méthode s'appuie sur trois volets. D'abord, un premier volet qui consiste à repérer, identifier, relever des informations quant aux dispositifs proposés par les prestataires de services qui proposent des solutions digitales blockchain. Voilà, on était dans une ethnographie, enfin, on a plus généralement une démarche ethnographique, mais ici, voilà, une démarche ethnographique transversale et globale, ici, une ethnographie des sites internet, finalement, des sociétés, associée à une veille média qui nous permettait effectivement de mieux comprendre un petit peu l'écosystème de ce marché. On y a associé l'organisation d'entretiens semi-directifs auprès de prestataires de services blockchain, donc quatre actuellement, puisque j'ai oublié de le préciser, mais c'était un terrain pour l'instant exploratoire, après c'est un terrain en cours. Donc avec l'idée de s'intéresser au profil des prestataires, à la genèse de leur offre, aux modalités d'engagement des acteurs, clients, acteurs des filières, aux dynamiques relationnelles préalables et consécutives à l'intégration de la technologie blockchain et aux principaux enjeux finalement de ces offres. Troisième volet, l'organisation d'entretien toujours semi-directif, mais ce coup-ci auprès d'entreprises utilisatrices de services, les clients, et d'organisations expertes qui nous offrent qui nous offrent un regard un peu surplombant pour juger effectivement de ces articulations, de ces apports technologiques. Donc voilà l'échantillonnage, donc quatre prestataires de services, quatre clients et quatre organisations expertes avec certains acteurs que l'on a vus, certains prestataires qu'on a vus plusieurs fois, parce qu'évidemment c'était notre terrain socle, puis après des entretiens effectivement plus unitaires avec un certain nombre d'acteurs, et on a aussi intégré quand même parfois des entretiens enregistrés qui nous ont amené des éléments de compréhension, mais qu'on n'a pas pu enregistrer parce que très informel, parce que souvent aussi assez critique, mais intéressant, que l'on a quand même évidemment intégré à notre logiciel de compréhension des enjeux. Bon, voilà, récapitulons un petit peu ce que maintenant, ce que nos analyses ont pu mettre en exergue. Finalement, cette rencontre entre blockchain et supply chain, c'est un mariage de raison ou de déraison, nous le verrons, qui concourt voilà, nous permettre une catégorie autour de deux visions paradigmatiques de ce que la blockchain amène au supply chain alimentaire, et surtout de paradigmes et de mariage de raison, de déraison qui dépendent de 5 étapes d'intégration, effectivement, de la technologie blockchain au sein des supply chains. Alors, ces 5 étapes sont la structuration d'un système d'information, la gouvernance du système d'information, la fabrique de la donnée, la valorisation de la donnée en B2B2C, ou en B2B en B2C, ou en B2B2C, puis la notarisation, on verra ça plus avant, j'y reviendrai. Mais tout ça, on peut déjà un petit peu un spoiler, commencer à dire que en fait, ce processus d'articulation et cette construction d'une nouvelle structure informationnelle, elle ne va pas du tout de soi, vous l'imaginez. Et c'est ça un petit peu dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, les approches paradigmatiques, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait finalement chez nos prestataires, chez les clients, deux visions de ce que la blockchain et de ce que ce registre de données, ce principe de sécurisation pouvait amener. Alors, il y a une vision qui est une vision de responsabilité. C'est-à-dire ici, voilà, le problème qu'il y a au cœur des chaînes d'approvisionnement est un problème d'opacité, mais c'est un problème de répartition de la responsabilité. Au moment où il y a un problème de rappel à calice, qui est responsable? Personne ne lève la main pour dire c'est moi. Donc ici, grosso modo, l'idée dans ce paradigme de la responsabilité, c'est il faut sécuriser la donnée pour montrer patte blanche. On veut donner à nos clients les capacités de rapidement montrer qu'ils n'y sont pour rien et se responsabiliser ou se déresponsabiliser. Il y a aussi une autre approche qui est une approche plus qualité. Et là, on est beaucoup plus dans effectivement le fait, encore une fois, de prouver, de sécuriser des informations, mais plutôt au service d'une valorisation métier, d'une valorisation d'une qualité de production, d'une valorisation d'une qualité de filière. Voilà. Grosso modo, mais je vais essayer de passer effectivement rapidement. On pourra peut-être y revenir si vous avez des questions sur ce sujet. Alors, première phase, structuration du système d'information.
Alors, qu'est-ce que c'est cette structuration du système d'information? En quoi ça consiste? En pratique, c'est la sélection des actions signifiantes, hein. Objectivation et compréhension de la logique métier. Donc, il faut récupérer les données, il faut identifier les un objectif, récupérer les données, comprendre la logique métier, cartographier, valider la cartographie. Ici, du point de vue conceptuel, on se situe dans l'économie de la qualité, c'est-à-dire le fait déjà de comprendre que la coordination suppose un accord préalable sur ce qu'est la qualité des biens, qualité qui n'est ni immanente, ni unique, ni immanente, mais multiple et construite. C'est-à-dire qu'au moment où on veut définir finalement, au moment où on veut définir, structurer ce système d'information, il s'agit de se mettre d'accord sur des informations pertinentes, sur des référentiels de qualité sur lesquels on veut insister. Donc, il faut enrôler et mobiliser des acteurs autour de ces référentiels et d'obtenir un consensus. Ici, voilà, on passe directement du descriptif au résultat, mais ici, les enseignements et les verrous que l'on a pu noter, finalement, c'est que le temps d'alignement des acteurs humains, il est euh, extrêmement chronophage et que le travail engagé au moment de définir et de stabiliser, de trouver un consensus autour de ce système d'information, c'est très, très compliqué. Voilà, je reprends l'extrait d'un entretien, hein, mieux qu'une explication conceptuelle, autant revenir au dialogue, enfin à l'entretien même. Quand une de ces entités veut faire un exercice de traçabilité, réunir tous ces documents va nécessairement lui prendre plus de temps. Moi, pour les collecter, ça m'a pris du temps. J'ai dû demander un tel, j'ai dû le relancer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Finalement, il était en congé, il a transféré la demande à son collègue qui m'a répondu avec 10 jours de retard. Donc, le temps que je mets à collecter l'information de traçabilité, le responsable de qualité de la brasserie qui fabrique sa bière va mettre tout le même temps. Une fois que cette cartographie est faite, je vais avoir besoin de la valider auprès des différents acteurs pour m'assurer que je ne me suis pas planté. Donc là encore, il va y avoir un délai. J'ai besoin de la validation d'un tel, d'un tel, d'un tel. On est d'accord, OK, on part sur de bonnes bases. Donc, vous comprenez bien la logique. Une fois qu'on a stabilisé et qu'on a trouvé un consensus sur la structuration du système d'information, il s'agit de trouver un consensus de gouvernance de la donnée. Alors, la gouvernance informationnelle, c'est quoi? C'est un cadre de responsabilité, hein, qui précise les principes et règles de base, la structure de direction, de même que les modalités de gestion et d'accessibilité de l'information pour que celle-ci soit utilisée de manière efficace et efficiente dans l'organisation. Tout simplement, c'est un système qui sert à établir une base normative qui doit faire consensus au sein de l'ensemble des strates de l'organisation. Grosso modo, en fait, on organise au sein voilà, de la gouvernance de la blockchain des rôles et des accès. Tout le monde n'a pas le même rôle et tout le monde n'a pas le même niveau d'accès aux informations qui sont détenues. Par exemple, on peut dire, OK, voilà, moi je veux bien que telle et telle entreprise au sein du réseau ait accès à mes données, mais pas celle-là. Et tout ça, ça doit être négocié. Là, en termes d'enseignement et de verrou, ce que l'on constate, et là je m'inscris dans la droite continuité des travaux de Madame Caron, euh, on assiste quand même à beaucoup de compromis sociotechniques au moment d'obtenir l'obtention de ce fameux consensus. L'un des principaux compromis, c'est l'abandon du principe de décentralisation. C'est-à-dire qu'en fait, le fait finalement de décentraliser ces registres de données, qui est l'essence et l'ADN même de la technologie blockchain, et ben, ça ne s'exerce réellement jamais. Enfin, on n'a pas vraiment d'exemple de système tout à fait décentralisé et fonctionnant. Euh, Toujours, pour reprendre un petit peu les notions d'économie de la qualité, mais en fait, toujours, on recrée finalement, on a toujours besoin de définir un tiers de confiance marchand au sein duquel, enfin, qui va apporter une recentralisation de l'information. Voilà. Troisième phase, donc le travail de fabrique de la donnée. Là, il s'agit finalement, tout simplement, de récupérer une information et d'en faire une donnée traitable. Et ce travail de la donnée, c'est assez connu, mais il ne va pas de soi. Je pense aux travaux de Denis Goëta, je pense, voilà, qui sont assez centraux sur ces sujets. Et ce sont notamment des auteurs qui déconstruisent complètement la notion de données brutes, hein, qui appellent, pour être exploitable, à un travail conséquent de brutification. C'est-à-dire que finalement, avoir une donnée brute traitable, ben, ça demande beaucoup de travail préalable.
Quelles opérations? Ben, il faut identifier les données, il faut les repérer, c'est sujet à discussion. Il faut les extraire, ce qui n'est pas évident, de l'extraction de fichiers numériques. On passe finalement de l'information à la donnée. Il faut les nettoyer. C'est une première étape de mise en intelligibilité des données. Et il faut les formater de façon à les rendre tout à fait opérables, traitables, etc., utilisables de façon transversale. Quand on étudie effectivement auprès des acteurs les modalités effectivement de recueil, de nettoyage, voilà, de ces données, d'abord on se rend compte que il y a un poids très important, assez classique, de la dépendance ressentière, de la place dependency, qui est que finalement, par exemple, on a une personne qui nous dit très clairement, prestataire de service, qui dit, voilà, quand un acteur est habitué à relever une information tous les mois, on ne va pas lui demander, même si c'est utile, de la relever toutes les 2 semaines. Parce que c'est déjà suffisamment compliqué, ces questions de traçabilité et d'intégration de la technologie blockchain, on ne va pas le fâcher tout de suite, tout de suite. Donc déjà, les pratiques informationnelles telles qu'elles existent hors blockchain sont persistantes. Voilà, en ce qui concerne les effets d'apprentissage, de routine et d'habitude. Surtout, plus intéressant me semble-t-il en tout cas, il y a une vraie asynchronie des transformations des actions en données, puis en information, qui est vraiment un point de contrainte majeur. C'est-à-dire que par exemple, le temps des relevés et des tests de qualité n'est pas le temps de l'information. Très prosaïquement, si vous avez un IoT, si vous avez une Internet des objets qui relève une information de manière synchrone, ben, voilà, une action par exemple de projection de produits phytosanitaires a lieu et immédiatement l'information est recueillie. Si vous avez par exemple un test, si vous avez un relevé qui est effectué et suivi d'un test, ben, entre le relevé et une action et le test et surtout la validation du test, ben, il peut s'écouler 1 semaine. Donc, on ne mesure pas combien ces asynchronies constantes d'informations, c'est extrêmement problématique au moment effectivement justement de bien gérer et de bien organiser, de bien ordonnancer cette phase de fabrique de la donnée. Enfin, il y a un autre élément que j'ai appelé un angle mort, l'information dans le silo. Parce que le silo, on parle souvent d'information en silo pour parler d'information fragmentée. Là, on a une information qui tente d'aller dans le silo et complètement une information qui disparaît. C'est-à-dire que si vous, enfin voilà, c'est assez classique, hein, mais si vous, par exemple, vous mettez du blé dans un silo, dès l'instant où le blé est versé dans le silo, en fait, il devient. Excuse-moi, Yann, il Oui. va falloir conclure bientôt. Ah, d'accord. Donc, ce qui nous enseigne quoi? Ça nous enseigne cette troisième phase. Ça nous enseigne finalement que les associations des flux de produits informationnels est à repenser et que finalement, créer et ordonnancer ces informations, c'est compliqué. Phase 4 de valorisation, je vais très rapidement en fait, dans la valorisation de la donnée, c'est-à-dire le fait de faire de ces informations des éléments susceptibles de capter l'attention, de générer de la valeur ou de capter l'attention, de jouer sur des sensibilités, des dispositions des acteurs, que ce soit en B2B, en B2C. C'est pas donné, c'est pas si évident. Alors en B2C, on sent que le consommateur, en termes voilà, de sensibilité, on va dire, à l'allégation de qualité, traçabilité, c'est pas tout à fait mature, en tout cas pour l'instant. Il n'est pas très demandeur. Et du côté du B2B, c'est nuancé, mais on se rend compte que comme on est sur notamment, voilà, si on joue sur une disposition à la contrainte réglementaire, bah, comme la contrainte réglementaire elle est relativement souple, c'est pas très engageant sur une disposition à l'intérêt, une sensibilité à l'intérêt économique, enfin au calcul, c'est pas très efficient non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment répercuter, c'est pas vraiment une valeur qu'on peut répercuter sur le prix, etc., etc. Donc, voilà, on n'a pas trouvé réellement de disposition massive susceptible vraiment de fédérer des acteurs économiques. Le cinquième temps, bon, voilà, le temps de notarisation, bon, voilà, c'est pas forcément très important, c'est juste pour dire que, voilà, bon, je passe dans la notarisation, c'est pas essentiel, je vais conclure. Ce qui est intéressant avec la technologie blockchain,
c'est qu'avec ces cas-là, le double rôle du notaire. OK, elle, elle sanctuarise l'information, ça c'est très bien, mais avant de la sanctuariser, elle la vérifie. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que finalement, on rencontre des acteurs qui pensaient trouver, nous semble-t-il, une technologie clé en main pour aider à mieux tracer. Et ils se sont trouvés face à une technologie qui a plutôt mis en exergue et révélé les dysfonctionnements des filières et des supply chains qui les concernaient. Voilà, elle nous apprend aussi que les satellites sont rares, qu'elle nous apprend que le temps chronophage, les difficultés d'intégration de technologie. Elle nous apprend que l'infrastructure informationnelle ne se substitue pas aux relations interorganisationnelles, bien au contraire, elle en dépend. Et que tout simplement, alors comment repenser le paradigme de la performance des supply chains? Ben, tout simplement, soit en accélérant le processus, la première idée, c'est d'accélérer le processus de digitalisation, mais surtout, l'idée, c'est de ne plus penser le flux informationnel comme le suiveur du flux physique, mais bien les deux flux comme une seule et même infrastructure. Et de penser finalement le physique et l'informationnel en une même foulée. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Yann. Il nous reste 3-4 minutes s'il y a des personnes qui ont des questions, étant donné qu'on a pris un petit peu de retard au départ ou au lancement. Si vous avez des questions, je vais relever ma caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, que j'ai dû couper parce qu'effectivement, le son n'était pas super. On peut pas Ça a pas on peut pas beaucoup marché. rallumer, Elodie, la caméra, en fait, parce que tu l'as coupée, toi. Ils nous disent Je qu'on peut sais pas pas. redémarrer la caméra. D'accord, je vais vous les redémarrer, puis n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions. Moi, j'en ai une, Jean, c'est Véronique. C'est Véronique Bellon-Morel. Merci beaucoup, d'abord. Et effectivement, tu mets en lumière les difficultés de la mise en œuvre des blockchains. Alors, je ne sais pas, enfin, mais c'est vrai, enfin, tu l'as exprimé bien sur la dernière diapo. La difficulté, c'est aussi qu'on a des flux physiques à faire coller avec ces flux informationnels, enfin à faire coller. Et ça, à un moment, comment c'est possible? En gros, tu sais, en fait, c'est toujours la difficulté aussi de s'il y a une information fausse, enfin, qui est rentrée fausse de manière frauduleuse ou de manière, enfin, intentionnelle ou pas depuis le début, c'est-à-dire par erreur ou de manière intentionnelle depuis le début, elle va être aussi complètement, enfin, elle va transiter et être notarisée en fait cette erreur dans la chaîne. Donc cette question de la, je pense que c'est pas si facile que ça de faire une même infrastructure avec les flux physiques et les flux informationnels. Je sais pas comment voilà, tu vois les choses, toi. Euh, Question hautement intéressante, notamment enfin, parce que la réponse serait, révolutionnerait, je pense, les questions de traçabilité des supply chain digitales, mais digitalisées avec ou sans la blockchain, si j'ose dire. Mais effectivement, mais c'est vrai que je ne sais pas, ce que je dis, c'est vraiment très exploratoire, hein. Mais ça pose la question des priorités. On comprend bien, nous, on avait beaucoup travaillé avec Monsieur Saucette, notamment dans le cadre des TNT, sur la question du temps. Alors, les supply chains, on en veut du juste à temps, de, 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 de contraction du temps, etc., du flux tendu. Et on comprend bien que la difficulté, si on donne une priorité absolue au temps, à la contraction des temps et des temps de déplacement physique, j'entends, enfin, je ne sais pas préciser, et qu'on se dit on va trouver dans un second temps une méthode pour suivre, enfin, on ne sait pas trop comment arriver à rendre compte de tout ça et à suivre ce processus de, voilà, toujours plus accéléré. C'est une méthode qu'on comprend bien un peu fautive, enfin qu'on devine un peu fautive, en tout cas dont on peut faire l'hypothèse qu'elle est fautive. Alors, peut-être effectivement être plus penser l'infrastructure informationnelle et, immédiatement associé, non pas coordonné, mais associé à du physique, c'est peut-être pas tout à fait, enfin, très naïf et pas tout à fait faisable. Après, effectivement, comprendre que l'information a besoin de temps
qu'il s'agit effectivement de déployer, d'arriver à déployer des supply chains plus durables, plus près. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a des rappels de produits, on le sait. Enfin, les problématiques, les professionnels aujourd'hui, il y a des rappels de produits tous les jours. Ça pose question quand même, quoi. Enfin, je veux dire, donc face à ces multiples controverses, à un moment, peut-être une mise à l'agenda médiatique et politique robuste qui pourrait effectivement encore un peu plus compromettre la confiance dans les marchés alimentaires. Bon, en tout cas, se commencer voilà, à prendre pleinement conscience de ça pourrait amener, voilà, en tout cas, être plus en phase avec le fait de moins penser toujours les supply chains au prisme du déplacement physique.